Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Loisirs, je sais que vous assurez par le passé, par beaucoup d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères. C'est probablement la raison de ce lapsus. En tout cas c'est avec plaisir que nous, au niveau de l'OIT, nous honorons cette invitation à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Et c'est avec plaisir que l'OIT aborde cette conférence débat sur la thématique de l'emploi des jeunes et les défis de la migration. C'est vrai que par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faudrait encore rajouter, parce que tout a été pratiquement dit ce matin sur les enjeux de la migration et sur les enjeux de la jeunesse. Mais bien entendu, il y a lieu de ramasser un tout petit peu toutes ces questions, toutes ces dimensions autour de la thématique de l'emploi de jeunes par rapport aux défis de la migration. Je structurerai ma présentation, Monsieur le Ministre, si vous le permettez, en 4 parties. J'aborderai en premier lieu la structure du marché du travail et les jeunes. Je parlerai tout à l'heure de la migration des jeunes, les origines et les facteurs endogènes et exogènes. Je parlerai aussi en troisième lieu des défis de la migration des jeunes face à l'emploi et on va envisager ensemble des pistes de solutions qui normalement devraient sortir de notre débat et de nos discussions. Donc sans plus tarder, j'aborderai, chers amis, chers collègues, le premier aspect qui nécessiterait d'être mis en exergue, qui est la situation du marché du travail aujourd'hui, qui n'est pas du tout en faveur des jeunes. Comme vous le savez, selon nos calculs, un jeune sur 2 est en chômage. 8 actifs sur 10 sont sous-employés. Voilà le décor et les plantes. Peut-être vous allez me poser la question, comment ça se fait qu'un jeune sur 2 est en chômage? Je répondrai à cette question tout à l'heure. Donc, on est face à un déséquilibre chronique du marché du travail. Le marché du travail, comme tout marché, comme vous le savez, quand on vient au marché, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Alors, ce marché il est en déséquilibre, de la mesure où ceux qui viennent, les personnes qui viennent sur ce marché pour offrir leurs services sont tellement nombreuses par rapport à la demande. La demande reste très limitée. Et ce déséquilibre n'a jamais été corrigé. Donc, depuis des décennies, ce déséquilibre continuait à être chronique. Et pourquoi? Je pense que nous allons revenir sur cette thématique, sur cette problématique de ce déséquilibre du marché du travail. Nous savons que la population malgache est très jeune, parce que 54% de la population ont moins de 20 ans. Et la moyenne d'âge national est de 21 ans. Donc, ce qui prouve que cette population malgache est très jeune. Nous savons aussi que 80% de ces jeunes se trouvent en milieu rural. Alors ça, c'est une autre dimension de la problématique. Ce n'est pas simplement les jeunes que nous voyons en milieu urbain qui constituent la majorité des jeunes. Et souvent, on a l'impression d'oublier ces jeunes en milieu rural, alors que ces jeunes constituent 80% de la totalité des jeunes.
L'employabilité des jeunes est sujette à discussion dans la mesure où l'inadéquation de l'information par rapport aux besoins de l'économie est des plus criantes. Et ce phénomène touche surtout les jeunes urbains. En milieu rural, le niveau d'instruction reste très faible parce que 76% de ces jeunes ne possèdent qu'un niveau d'instruction de moins de 5 ans. 76% des jeunes en milieu rural ne possèdent qu'un niveau d'instruction de moins de 5 ans. Je vais revenir sur ces aspects importants aussi tout à l'heure, parce que ceci conditionne bien entendu leur employabilité et leur productivité. Comment ça se fait que 76% des jeunes, alors que les jeunes qui sont majoritaires dans le pays, ne possèdent qu'un niveau de 5 années d'études seulement? La photographie, je continue. 83% des primo-demandeurs possèdent une moyenne d'âge de 22,7 ans. C'est-à-dire, les jeunes qui se mettent sur le marché du travail pour la première fois, les primo-demandeurs. C'est 83% de ces primo-demandeurs possèdent une moyenne d'âge de 22%. Ça prouve la jeunesse de ces demandeurs d'emploi. Donc, l'offre sur le marché du travail présente une faiblesse qualitative, la marginalisant structurellement du marché du travail. D'où le problème de l'insertion de jeunes sur le marché du travail. Voilà donc la première série de photographies de jeunes. On a des jeunes qui sont majoritairement ruraux, avec un niveau d'instruction très faible, et ce qui fait que alors que ce sont ces jeunes-là qui viennent sur le marché du travail pour offrir leurs services, leurs capacités, leurs compétences. Donc, il n'est pas étonnant de voir le handicap important en termes d'employabilité de ces jeunes. Maintenant, on va regarder le volet de la demande. Cette demande nationale. Parce qu'on connaît maintenant à peu près la typologie, la photographie de cette offre. Comme vous le savez, nous avons connu, surtout ces dernières années, une dégradation sans précédent des activités économiques. On était en récession en 2009. On connaît la croissance qui était à moins de 4% en 2009. Et depuis 2 ans, on stagne à une croissance de 0,5%. 0,5% en 2011, 0,5% en 2012. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire tout simplement que nos activités économiques ne se relancent pas. Donc, on était en récession, on était en croissance négative en 2009, au moins 4%. Et normalement, si l'économie redémarre, on aurait dû trouver peut-être 7, 8, 9% de croissance immédiatement. On stagne à 0,5%, simplement. Ça veut dire que le pays ne produit que 0,5% en termes d'augmentation de richesse par an. C'est très faible. C'est très faible. Et cela explique effectivement que le marché du travail, parce que la demande sur ce marché-là reste faible, parce que l'économie ne redémarre pas. Et nous avons connu ces problèmes depuis 2008, je dirais bien 2008, c'est pas 2009, parce que la crise économique mondiale affecte aussi la croissance du pays. Et la crise a commencé juste avant la crise politique. Et la crise politique exacerbe bien entendu les effets négatifs de cette crise économique. Nous le savons tous, la crise économique affecte pour beaucoup donc la marche des activités économiques,
dans la mesure où je prends peut-être un ou deux secteurs, le secteur du tourisme. Quand la demande internationale diminue, les touristes ne vont plus venir à Madagascar. Ils vont simplement sur des destinations courtes, qui ne coûteraient pas cher. Une destination longue comme Madagascar coûterait cher, donc ils ne vont pas venir. La crise économique mondiale affecte la production nationale. Je prendrai un deuxième exemple, c'est sur le textile. Quand la crise frappe les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, qui sont des pays consommateurs des produits textiles fabriqués à Madagascar, les demandes nationales vont diminuer. Quand les demandes internationales vont diminuer, la conséquence au niveau de nos industries textiles se font sentir. Parce que les activités, les activités économiques dans les industries textiles diminuent automatiquement. Donc, nous voyons effectivement l'impact à la fois de la crise économique mondiale et bien entendu de la crise politique qui affaiblit totalement le tissu économique du pays. Les conséquences sont nombreuses, mais ce qui était très frappant, en 2010, nous avons fait une étude au niveau national sur l'impact de la crise en termes d'emploi. 400 000 emplois sont détruits. Je ne sais pas si vous mesurez l'impact. Vous savez, les emplois formels à Madagascar se situent à un niveau de moins de 1 500 000 emplois. 1 500 000 emplois formels. Il n'y en a pas plus. Sur 1 500 000 emplois formels, 400 000 emplois qui sont détruits. Ça, c'était en 2010. Alors, ça veut dire quoi? La demande nationale sur le marché du travail reste maintenant encore plus fragilisée par cette crise interminable. Et non seulement l'économie ne redémarre pas, donc il n'y a pas de création d'emplois, mais les emplois existants sont en train de se perdre, de se détruire au fur et à mesure que les crises de l'euro continuent, la crise politique continue. Mais ce qui était important aussi, c'est que, comme vous le savez, notre économie, l'économie de Madagascar, dépend pour beaucoup sur des programmes d'investissement public. Et les investissements publics sont soutenus jusqu'à la hauteur de 75 à 80% par ce qu'on appelle de l'aide publique au développement, des financements extérieurs, des financements des bailleurs de fonds. Avant la crise, le financement des partenaires techniques et financiers se situe à peu près 700 millions de dollars par an en termes de décaissement. Aujourd'hui, on est à peu près 150 millions de dollars par an en termes de décaissement. Ça veut dire qu'on a chuté de 700 millions de dollars de décaissement par an à 150 millions de dollars. Alors que nous savons pertinemment que ces financements, aussi bien des prêts que des subventions, servent justement à relancer l'économie, à soutenir l'économie. Je prends un exemple dans le domaine des bâtiments et travaux publics, les constructions des routes, la construction des hôpitaux, la construction des écoles dépendent beaucoup des investissements publics. Et ces investissements publics amènent sur le marché du travail des emplois. Et c'est à travers les investissements publics qu'on pourrait effectivement desserrer les contraintes et le déséquilibre du marché du travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par rapport toujours à cette demande, nous disons que le fait que Madagascar ne connaît que 0,5% de croissance depuis 2 ans. On va savoir donc en 2013 quelle va être la croissance à Madagascar. On est à 0,5% donc depuis 2 ans. Ça veut dire quoi? Si on essaie de regarder, on va faire la photographie de la structure de la population.
Avant les crises, 68,7% de la population sont considérés comme pauvres. 68,7% de la population. Okay? 68,7% de la population est considérée comme pauvre. Alors, ça veut dire que 68,7, 69, ça veut dire que 31% qui ne sont pas considérés comme pauvres. 31%. À l'intérieur de 31%, il y a ce qu'on appelle la classe moyenne. On estimait la classe moyenne entre 15 à peu près 20% à Madagascar. 15 à peu %. Cette classe moyenne, c'est la classe qui va au supermarché pour acheter de ceci ou cela, qui conduit la voiture, qui pouvait faire passer des vacances. C'est cette classe moyenne qui pourrait faire envoyer leurs enfants dans des écoles privées. On voit des fonctionnaires, on voit dans cette classe moyenne donc comment on dit ça, des travailleurs du secteur privé, etc. Cette classe moyenne, on estime 15-20%. Et puis après, la classe des riches. La crise a fait quoi? Avec la croissance qui est très, très faible, la crise a rongé cette classe moyenne. Une partie de la classe moyenne est devenue pauvre. Aujourd'hui, en 2010-2011, on estime à peu près à 76% de pauvres. Alors, on est passé de 69% à 76%. Ça veut dire que sur un espace de disons, de 3-4 ans, il y a un appauvrissement à peu près de 7%. Et 7%, c'est la classe la classe moyenne qui tombe vers la classe des pauvres. Alors, ça veut dire quoi en fin de compte? Ça voudrait dire que cette situation de crise amène davantage à plus de vulnérabilité. Non seulement tue des emplois existants, ne crée pas des emplois nouveaux et affaiblit la classe moyenne. Il ne faut pas s'étonner après si la corruption et les détournements de données publiques, au contraire, part en flèche. Pourquoi? C'est très simple. Au lieu de mourir, tomber comme pauvre, c'est la situation fait que les gens préfèrent plutôt utiliser tous les moyens en leur possession. Et c'est très difficile de combattre la corruption. La corruption ne se combattrait jamais à travers des lois. On peut mettre des lois, on peut mettre tout ce qu'on veut. Si la situation économique dans un pays reste telle qu'elle est aujourd'hui, ce serait impossible. Si on regarde un pays comme le Brésil, qui avait une classe moyenne à peu près 15-20% il y a 30 années de cela, aujourd'hui la classe moyenne constitue à peu près 65-70%. Voilà, un pays comme le Brésil qui est devenu quand même un pays émergent, avec une classe moyenne qui prend toute la place de classe des pauvres. Nous, la classe des pauvres augmente. Et c'est ça qu'on marche sur la tête. Et c'est ça qui affaiblit structurellement le marché du travail. Et puis il y a autre chose. La politique fiscaliste du gouvernement, aujourd'hui, affaiblit le tissu économique. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment que l'État a des obligations pour ce qu'on appelle les services sociaux de base, l'éducation, la santé, la sécurité, ainsi de suite. Il faut que l'État ait de l'argent. Que fait l'État? À partir du moment qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de richesse nationale, la richesse nationale n'augmente pas. L'État va frapper encore plus fort les niches fiscales. Et cette politique
on peut regarder les impacts. Cette politique très fiscaliste aujourd'hui, bien sûr, favorise la maîtrise de l'inflation. Ça, au moins, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire, donc, on ne fait pas marcher la planche à billets. Donc, l'inflation est contenue. On se situe à peu près dans la fourchette de 9-10% d'inflation. On n'est pas à une situation d'inflation, par exemple, de 60%, de 70%, comme en 1994, après la crise de 1992. On est sur une inflation assez maîtrisée. Ça, c'est une bonne chose. Mais la conséquence, c'est que les entreprises n'arrivent pas à créer des emplois. Parce qu'il n'y a pas de réinvestissement au niveau des entreprises. Les maigres bénéfices ne servent simplement qu'à rémunérer le capital et puis à doter des réserves, des provisions justement, pour que les entreprises ne tombent pas dans une situation difficile demain si la crise continue. Alors, donc, je pourrais dire qu'en termes de politique de demande, c'est que la demande nationale sur le marché du travail reste très faible. Bien sûr, il y a quelques projets, fort heureusement, qui réussissent à se développer, mais l'architecture de la demande nationale, aujourd'hui, si on essaie de l'analyser, reste très fragile et ne permet pas justement de compenser les nouveaux arrivants sur le marché du travail. On estime que les nouveaux arrivants tous les ans se situent à peu près à 400 000 personnes. 400 000 jeunes se trouvent sur le marché du travail tous les ans, alors que 400 000 emplois sont détruits à cause de la crise. Et il n'y a pas de croissance. Comme vous savez, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'entrée fiscale. S'il n'y a pas de croissance, il ne pouvait pas avoir une amélioration des services sociaux de base. Alors, voilà les deux tableaux. D'un côté, sur l'offre, on voit des jeunes de plus en plus nombreux qui forment la majorité de la population, qui ont des compétences qui ne sont pas forcément en lien avec les besoins de l'économie, qui sont ruraux en majorité, qui sont pauvres, et de l'autre côté, et qui cherchent des emplois. Et de l'autre côté, on a une économie qui ne marche pas, qui ne crée pas des emplois et qui reste très fragilisée par les situations de crise. Et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, si on parle de la migration, qu'est-ce que ces jeunes devront faire? Le premier réflexe, on se dit, comment faire en sorte qu'on puisse attaquer certaines villas. Ah oui, vous savez que si les jeunes sont exposés à des difficultés immenses, la première réaction naturelle, c'est de dire, ok, au lieu de mourir aujourd'hui, je préférerais mourir demain et en prison. Ces jeunes-là n'accepteraient pas, et c'est pourquoi les jeunes sont faciles à être instrumentalisés, à être manipulés. Parce que ces jeunes ne pouvaient pas attendre indéfiniment qu'on se réveille et qu'on mette l'emploi parmi les priorités et qu'on trouve des solutions à leur offrir. Sinon, ces jeunes, le premier réflexe, c'est de se dire, ils pouvaient être manipulés, ils pouvaient être instrumentalisés, et on voit ce genre de phénomène dans beaucoup de pays, en Afrique et de par le monde, même en Asie. Ce sont des jeunes qui sont aux avant-postes de la fragilisation de la sécurité d'un pays. Et ces jeunes menacent la paix sociale. Ces jeunes menacent la sécurité de tout le monde. Il ne faudrait pas s'étonner si aujourd'hui beaucoup ne dorment plus. Parce que, au lieu de réfléchir comment on va résoudre le problème des jeunes,
C'est comment devrais-je faire pour qu'on ne vienne pas cambrioler chez moi. Et c'est le monde totalement à l'envers. Et c'est ça qui justifie aujourd'hui la migration des jeunes. Et c'est ça qui mène les jeunes, à tort ou à raison, à partir et à chercher des situations, quoique des difficultés et des risques sont pris par ces jeunes-là par rapport donc à la situation qui les attend dans la migration. Ce qui m'amène à aborder le deuxième point, qui est la migration qui comporte à la fois des origines et des facteurs endogènes et exogènes. Nous disons ce matin d'ailleurs dans les discours que 27 millions de jeunes sont des travailleurs migrants. Pour Madagascar, nous n'avons pas de statistiques vraiment fiables, issues d'une enquête ou à travers un système de recensement pour savoir combien de jeunes exactement sont partis vers l'extérieur pour faire quoi? C'est pourquoi on se contenterait peut-être de quelques informations qui existent, notamment au niveau des chancelleries, au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau de quelques sources d'informations qui ne sont pas du tout consolidées. Mais ce que nous pouvons dire tout simplement aujourd'hui, c'est que au niveau international, on estime, à tort ou à raison, je ne peux pas confirmer ces chiffres, mais on estime, certains économistes estiment à peu près entre 250 000 à 500 000 personnes, qui ne sont pas des gens, personnes qui se constituent des malgaches migrants à travers le monde. Je ne confirme pas ces statistiques, mais juste pour avoir une idée de ce qui existe comme dans certaines littératures. Et nous pouvons savoir que ces jeunes sont dans la migration parce que, comme je l'avais dit tantôt, il y a la léthargie aujourd'hui du marché du travail, la pauvreté, le chômage, le sous-emploi, les différentes privatisations dans le pays, les crises politiques à répétition, et tout ceci constitue évidemment des conditions qui amènent les jeunes à partir. Parce que le vrai problème, c'est très simple. On peut dire aux jeunes de ne pas partir, mais aujourd'hui, on ne pourrait pas les retenir. On ne pourrait pas. Ce serait très difficile de les retenir. Parce qu'on ne crée pas les conditions pour les retenir. On ne crée pas les conditions sur le marché du travail pour offrir des possibilités pour ces jeunes de rester. Mais il a été dit ce matin aussi qu'il n'y a pas que la migration vers l'international, il y a la migration aussi inter-province. On estime aujourd'hui à peu près à 15%. À peu près dans ces personnes qui migrent d'un faritan, d'un fart, d'une région à une autre. Alors, c'est quand même nombreux. C'est quand même nombreux dans la mesure où, même si on dit que la première raison, c'est le regroupement familial, la deuxième raison, c'est le travail, la recherche d'emploi, la troisième raison, ce sont les études. Mais derrière tout ça, je pense que quand on parle du regroupement familial, c'est la recherche toujours de meilleures conditions pour vivre. Et quelque part, je pense que les principales raisons, c'est des raisons purement économiques et que les familles, l'entraide familiale, la solidarité familiale, le cheminement familial servent justement à faciliter la migration. Mais
Ce qui est important aussi à dire, à signaler, dans les statistiques disponibles, parce qu'il y a l'enquête nationale emploi que nous avons menée ensemble avec le PNUD l'année dernière. On partagera les résultats de cette enquête nationale emploi d'ici peu. C'est qu'on pense que en termes de migration, la grande majorité des migrants, la grande majorité de la migration concerne Antananarivo. Un migrant sur 4 habite Antananarivo. Et 41% des migrants sont originaires d'Antananarivo. Alors, ce qui fait que ceci reste simple à expliquer, étant donné que Antananarivo offre aujourd'hui des possibilités aussi bien en termes d'études, en termes de conditions de vie, en termes de développement des activités économiques plus favorables que les autres régions. Alors, si on essaie de résumer la situation de la migration, c'est que j'aimerais insister surtout sur la migration vers l'international, où les jeunes espèrent, comme à tout, la possibilité de migrer et de passer les frontières, mais nous voyons tous, et je ne suis pas le seul, d'ailleurs je pense que nous avons vécu et vécu toutes ces situations de catastrophe à laquelle les jeunes sont exposés, avec des morts d'hommes, vers des morts d'hommes, à travers aussi des situations totalement de démence qui affectent ces jeunes pendant leur parcours migratoire. Alors, nous avons constaté, et malheureusement, que ce système est entretenu par le fait que beaucoup de réseaux clandestins qui se développent dans la migration de ces jeunes, et que ces réseaux clandestins sont facilités aussi par les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir des informations sur la migration dans tous les pays, aussi bien des migrations clandestines que des migrations d'arnaque et tout ce que vous voulez sur Internet. Et ceci facilite, et souvent les jeunes sont très, disons, très Internet, sont très informatiques, et ceci favorise probablement donc la situation de développement des réseaux clandestins, justement de recrutement des migrants. Ceci nous amène au troisième point, justement en parlant de ce défi de la migration par rapport à l'emploi. Donc je l'ai dit tantôt, c'est que la migration constitue des opportunités pour les jeunes, pour le développement des communautés et de la société, mais elle comporte également de multiples risques pour les jeunes par rapport aux conditions de vie inacceptables qui pourraient endurer, à l'exploitation de la force de travail, à la discrimination, voire au racisme dont ils pourraient être victimes. Je dirais d'abord par rapport aux opportunités, comme vous le savez, quand on part à l'extérieur, on bénéficie bien entendu des monnaies, des revenus avec des monnaies plus fortes par rapport à notre arrière. Alors, ce qui fait que on a cette impression effectivement que si ça se passe bien, cette migration, on pourrait effectivement bénéficier de cette situation de parité de monnaie. Et ceci constitue a priori une opportunité importante pour les migrants, par le biais des revenus de cette migration. Encore faut-il que
le système de transfert monétaire fonctionne bien. Aujourd'hui, Madagascar, avec MoneyGram, avec Western Union, avec que sais-je d'autres, de transfert monétaire, si la migration se passe bien, donc reste effectivement, on voit ça à travers nous, on voit des jeunes filles qui construisent maintenant leur propre maison. Ça, il faut le dire aussi. Ce n'est pas simplement la face cachée, la face négative. Hein. On voit ça. Hein. Moi-même, je vois ça. Une jeune fille qui part pour 2 ans, après, donc, avec quelques économies, donc, ça arrive. Et souvent, hein, ceci devient un stimulus également pour d'autres, aussi, pour partir. Mais ça existe, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qui se passe aussi, c'est que on voit, pas dans le pays, justement, une consolidation de ce qui pourrait marcher. Moi, je suis désolé, mais c'est ce qui se voit. Et je vois dans la salle des gens qui travaillent pour disons, dénoncer ces situations. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, sur le plan individuel, c'est que ces jeunes sont généralement pas du tout protégés. Leurs droits ne sont pas respectés. On peut revenir sur ça. Et la migration aujourd'hui, si on essaie de regarder un pays comme Madagascar, on estime à peu près à 5% du PIB, donc, bon, à tort et raison, les chiffres restent à confirmer, on estime à peu près 5% du PIB de la croissance, la migration ne contribue qu'à hauteur de 5% au niveau de la création de richesse nationale. Si ce n'est pas comme un pays comme le Mali, ce n'est pas comme un pays comme les Comores avec 20% de contribution sur le pays. On reste quand même à un niveau très bas. Et encore faut-il, est-ce que ces 5% servent à créer vraiment quelque chose dans le pays? Je prends un pays comme l'Éthiopie aujourd'hui, qui aide la diaspora à réinvestir dans leur pays. Il y a pas mal de pays, ce qu'on appelle l'aide au retour, l'aide au retour, avec la contribution des pays de départ, de destination de ces jeunes. Et le vrai problème, c'est que si l'argent de cette diaspora ne sert pas à soutenir les communautés dans leur développement, on verrait simplement que si on importe tout, si c'est simplement pour construire des maisons, pour acheter des voitures, à ma connaissance, Madagascar ne fabrique pas encore de voitures. Il fut un temps, les Carines et ainsi de suite, mais je ne vois plus de Carines maintenant. Hein? Voilà. Mais si c'est pour acheter des voitures, ça veut dire quoi? L'argent qui vient de l'extérieur rentre au pays et qui ressort immédiatement. Et ça ne profite pas à l'économie du pays. Si on importe beaucoup d'étole, je ne sais pas si on fabrique vraiment d'étole, on n'a pas une acierie ici, donc automatiquement, c'est pour construire, on achète des carreaux de ceci ou cela, hein, pour construire des maisons. Alors l'argent vient et repart immédiatement. Alors en fin de compte, l'argent de la diaspora ne sert pas pour le développement du pays. L'argent de la diaspora subventionne simplement l'économie des pays qui sont des pays d'origine de ces biens qui sont consommés à l'intérieur du pays. Donc, est-ce qu'on a effectivement questionné cette dimension? Comment faire en sorte que, même si ce n'est pas à un niveau très important comme dans des pays comme que je venais de citer, comment faire en sorte que l'argent de la migration profite réellement, non seulement aux personnes, bien sûr c'est nécessaire, mais profite aussi à l'économie d'un pays.
Donc c'est des questionnements qu'il faudrait donc mettre sur la table. Alors, je regarderai ce défi-là aussi par rapport aux questions de droit. Je l'avais dit tantôt. Les droits, aujourd'hui, si on essaie de regarder, parce qu'il y a différents types de migration, comme vous savez, les Malgaches ont beaucoup immigré, par le passé, même avant 1895. Les Malgaches étaient déjà, beaucoup étaient Grande-Bretagne, d'autres étaient en Algérie, donc, pour des raisons diverses, bien entendu. Mais la migration était déjà dans la culture quand même des Malgaches. Mais, bien entendu, il y a des vagues de migration, et si on essaie de regarder surtout le problème le plus criant aujourd'hui, c'est la migration de ces jeunes filles qui partent comme domestiques vers les pays du Golfe, vers les pays du Maghreb et de certains pays périphériques de l'Europe. Alors, donc, cette migration-là, si on essaie de regarder la situation aujourd'hui à Madagascar, c'est que c'est cette migration-là qui est la plus dénoncée. Pourquoi? Parce que Madagascar n'a toujours pas, disons, mis en avant la nécessité de protéger ses ressortissants. Je l'ai dit d'une manière peut-être un peu crue, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, ce flux migratoire passe totalement dans un circuit opaque, sans transparence, donc, et que personne ne sait exactement qui font quoi, qui assure quoi dedans. Je prends un exemple. Notre bureau à Madagascar travaille avec le bureau, on a un bureau qui est à Beyrouth, au Liban. Et que une organisation a été faite pour que nous donnions aux Malgaches qui ont émigré au Liban, et ça, on le fait en dehors de tout circuit normal. Parce que nous pensons au niveau du BIT que les Malgaches qui sont au Liban devraient savoir au moins quelles sont les informations minimum dont ils devaient avoir besoin pour eux. Je prends un exemple. Qu'est-ce que disent les conventions internationales? Les conventions internationales disent que on devrait laisser les passeports et les papiers des travailleurs migrants à eux-mêmes. On ne devait pas les retirer ces passeports, ces papiers de ces travailleurs migrants. Ce qui n'est pas le cas. Et beaucoup qui sont là-bas ne savent même pas ça. Et on utilise notre bureau justement de Beyrouth pour dispatcher les informations au niveau des Malgaches qui se trouvent dans ces. Un deuxième exemple, que dit la Convention internationale? La Convention internationale dit la chose suivante. C'est que les travailleurs migrants devaient avoir facilement accès au tribunal, à des services des avocats. Et est-ce qu'ils ont le minimum d'informations là-bas? Et est-ce qu'ils connaissent au moins leurs droits? Qu'est-ce que dit la Convention internationale? Je m'arrêterai là. La Convention internationale dit, avant de partir, il faut que le contrat de travail soit signé ici de manière transparente et qu'aucune rémunération dans le contrat ne devrait aller au cabinet de placement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les contrats, si jamais ça existe, c'est signé dans la clandestinité, personne n'a vu ces contrats parce qu'on n'approuve pas ce contrat. Et j'arrêterai sur un quatrième exemple. Normalement, tous les pays de destination doivent signer un protocole avec le pays de départ pour garantir les droits des travailleurs migrants.
Est-ce qu'on a signé? Est-ce que, si on a signé, qu'est-ce qu'on a signé? Qu'on nous montre qu'est-ce que nous avons signé. Alors, aujourd'hui, ça c'est au risque, au péril de jeunes. La migration, on voit que le phénomène va en s'amplifiant, mais la situation aujourd'hui présente beaucoup de risques sur le plan de respect des droits. Alors donc cette journée internationale de la jeunesse a été choisie par le gouvernement avec le leadership du ministre de la Jeunesse, justement, pour nous permettre de réfléchir sur ces questions et justement pour voir quelles sont les contributions des uns des autres. Et je dirais, et je terminerai par ce quatrième point, et je lance le débat aujourd'hui, c'est que, pourquoi Madagascar n'a toujours pas ratifié les conventions pertinentes pour protéger les travailleurs migrants et pour protéger les travailleurs et travailleuses domestiques? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on ne connaît pas qu'il existe des conventions? Parce que si on ratifie les conventions, c'est ça, effectivement, la finesse du raisonnement. On ne pourrait pas être redevable sur le plan juridique si on ne ratifie pas une convention. Quand on ratifie une convention, on doit faire un rapport sur la mise en œuvre de la convention. Et la ratification des conventions, justement, permet d'enclencher l'adaptation de la législation nationale. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'aucune loi n'existe aujourd'hui à Madagascar pour réguler de manière efficiente et de manière rationnelle la migration. Et chacun fait, à travers une note de service, ce qu'il a envie de faire. On connaît simplement qu'il y a un travail dans tel pays, en regardant sur les poteaux, là, si vous regardez sur les poteaux en ville, c'est par là que vous savez qu'on cherche 1000 jeunes pour partir à tel... et aller renseigner, voilà, le téléphone pour ça. Mais c'est impossible. Pourquoi on ne met pas, si c'est normal, on ne met pas dans les journaux, on ne fait pas une grosse publicité à la télé? Pourquoi il faut dans les quartiers, là, ce qu'on appelle Ilakinachan? C'est là que vous voyez des placardés, des recrutements pour l'extérieur. Alors, donc, pourquoi? Voilà le premier débat. Le second débat, bien entendu, oui, si les conventions ne sont pas, ratifiées, et si on devait justement arrêter le flux migratoire de ces gens, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire quoi? On a sur nos portes 100 000 jeunes qui veulent partir. On va leur dire, d'un côté, il y a il y a des gens qui font miroiter le bienfait de la migration. De l'autre côté, il y a des gens de bonne conscience, probablement comme nous autres, qui disent, vous ne devez pas aller. Ils vont finir par nous tuer. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà un deuxième sujet de débat que j'aimerais lancer. Alors, le troisième sujet de débat, bien entendu, c'est que par rapport au flux migratoire, par rapport à la migration qui est déjà partie, alors, comment faire en sorte, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'au moins cette migration profite non seulement à eux-mêmes, mais profite aussi aux communautés de leur provenance, mais profite aussi au pays. Donc déjà, je voudrais la chose suivante. Il n'y a pas des gens à qui on pose des questions et d'autres qui devront donc répondre. Ni moi, ni monsieur le ministre ne sont pas ici pour répondre.
on va débattre avec vous. Dans la salle, je vois pas mal de personnes qui ont des compétences dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de la migration. On va ensemble donc réfléchir sur ces questions. On va le faire comme vous voulez, en malgache, si ça vous intéresse, en français, si ça vous convient également. On va faire les deux. On va parler donc dans les deux langues. Et en anglais, s'il y a d'autres qui ne savent ni parler ni français ni malgache. Alors, donc comment je vois les choses, on va les faire comme ça. En tout cas, Monsieur le Ministre, encore une fois, merci pour cette invitation. Je ne fais que planter les décors. Et j'espère que ces quelques informations que j'ai pu partager cet après-midi serviraient effectivement non seulement à éveiller la conscience, mais aussi à placer le décor de cette conférence. Merci.